Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur la deuxième séance du webinaire qui suit la séance du 11 mars où nous avons eu la très grande chance de recevoir Françoise Tironi, qui est donc experte psychologue auprès des tribunaux. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Christian Delage et moi-même d'Afrosa et Alain Gauthier. Bonjour. Bonjour. Nous allons bien sûr les présenter avant de leur donner la parole. Mais avant ça, je souhaiterais vous rappeler le principe de ce webinaire. Donc, le webinaire est entièrement enregistré. Vous pouvez le retrouver ensuite sur notre chaîne YouTube. Donc actuellement, pour ceux qui seraient intéressés et qui ont manqué la séance avec François Sironi, vous pouvez déjà la regarder de nouveau ou découvrir tout simplement sa communication. Et donc l'autre principe, c'est que donc nos invités vont intervenir pendant à peu près une demi-heure. Pendant ce temps-là, vous pouvez très bien poser des questions ou faire des remarques dans le chat. Et puis Christian et moi, nous relayerons bien sûr vos interventions après la prise de parole d'Afrosa et Alain Gauthier. Et puis ensuite, après la demi-heure d'intervention, suivra un temps de débat et de questions que vous pourrez poser en direct ou toujours pareil en utilisant le chat comme vous préférez. Pendant l'intervention, je vous remercie donc de bien couper vos micros afin d'éviter tout bruit parasite. Par contre, je pense que vous pouvez laisser vos images ouvertes. C'est quand même ça fait un filmage un peu plus agréable que juste des petites vignettes sombres. Donc, merci beaucoup et sans tarder, je donne la parole donc à Christian, si tu veux présenter donc nos invités. Merci, merci beaucoup d'avoir notre invitation pour cette deuxième séance. Donc, je voudrais juste donner quelques éléments en introduction. Dire d'abord que sur la partie de chat, vous pouvez voir le lien qui vous envoie vers le site que d'Afrosa et Alain Gauthier ont créé autour de leur collectif des parties civiles pour le Rwanda. Donc là, vous trouverez toutes les informations et tous les procès auxquels ils ont participé et ceux à venir. Dafrosa est née au Rwanda, à Butare, et quand elle y retourne, elle évoque la joie qui régnait quand elle était jeune dans ce pays, et en particulier dans cette ville. Elle évoque l'odeur des fleurs qui embaumaient l'air et une discussion avec quelqu'un qui a travaillé un petit peu comme Dafrosa et Alain, mais du côté de la Shoah. Et il m'expliquait que dans les entretiens qu'il avait fait avec les survivants de la Shoah, la partie la plus difficile pour eux, c'était les souvenirs de bonheur quand ces souvenirs revenaient. Donc, Dafrosa était jeune étudiante quand elle a croisé un jeune enseignant né en Ardèche, donc Alain Gauthier, qui était à l'époque séminariste et qui était parti au Rwanda en 1970. Donc, ils se sont croisés à ce moment-là. Il a donné des cours pendant 2 ans, puis il est devenu professeur de français. Il est revenu donc en Europe, en France, et donc ils se sont rencontrés plus étroitement, je dirais. Ils se sont mariés donc dans les années 70. Et Dafrosa, à l'époque, vivait en Belgique. Et ce point est important pour faire le lien avec ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire l'action que vous menez depuis tant d'années, puisque la Belgique est le premier pays à adopter en 1993 une loi de compétence universelle qui permet de juger sur son sol des étrangers poursuivis pour des crimes graves. C'est en étant en France que Dafrosa, évidemment, prend connaissance donc, du génocide qui a lieu au Rwanda. Et donc, c'est en fonction de cette possibilité qu'offre la Belgique que l'idée leur vient de créer donc, ce collectif
et donc de représenter les parties civiles dans un certain nombre de procès, comme ils vont nous l'expliquer maintenant. Bien, merci beaucoup. Merci à Martine et Christian pour cette invitation. Nous avons été très heureux tout récemment de pouvoir visiter l'exposition aux Archives nationales, et je dois avouer que quand nous sommes entrés dans la salle et qu'on a vu en face de nous le visage à la fois d'Octavien Genzi, Tito Barreira, aussi Kangwa, de face, il est vrai que nous avons été un petit peu surpris parce que quand on assiste à un procès d'assises, on ne voit les accusés que de côté, dans le box où ils sont. Or là, nous les voyons face à la caméra, et j'avoue que c'est un angle qui est, je dirais, un peu surprenant parce que, eh bien, on ne les avait jamais vus ainsi. Alors, d'abord, présenter rapidement le collectif des parties civiles pour le Rwanda. C'est une association que nous avons créée en 2001 suite au premier grand procès d'assises qui s'est déroulé en Belgique. C'est le procès de ce qu'on a appelé les 4 de Boutaré, procès auquel nous avons assisté pendant un nombre important d'audiences. Et à la fin de ce procès, nos amis qui avaient été à l'initiative de ce procès d'assises, eh bien, nous ont interpellés. Ils nous ont dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites en France? Et voilà, effectivement, on a réfléchi tout de suite, et très rapidement, on a essayé de rassembler un certain nombre d'amis pour créer, je dirais un petit peu à l'image du collectif des parties civiles en Belgique, puisqu'on a copié un petit peu leur statut, on a créé le collectif des parties civiles pour le Rwanda. Et on se donnait comme objectif, qui est toujours le même dans nos statuts, c'est de poursuivre en justice les personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis et qui vivent sur le sol français, puisque c'est une exigence de la loi de compétence universelle qui doit juger des étrangers qui ont commis des crimes à l'étranger sur des étrangers, mais la condition, c'est qu'au moment de la plainte, eh bien, ils soient vus en France. Alors, dans un premier temps, nous nous sommes constitués partie civile dans 6 plaintes qui existaient déjà, qui avaient été déposées par d'autres associations, telles que la FIDH, la LDH, Survie, et quelques familles de rescapés. Et très rapidement, nous avons été amenés à travailler sur nos propres dossiers. Depuis la création du collectif des parties civiles, eh bien, nous avons déposé à notre tour, depuis donc 2001, près d'une trentaine de plaintes dans lesquelles nous avons été rejoints par les associations dont j'ai parlé tout à l'heure, LDH, FIDH, Survie, la LICRA, la Communauté rwandaise de France, IBUCA, qui se sont joints à nous. Donc, les 25 ou 27 dernières plaintes qui ont été déposées, elles l'ont été à l'initiative du CPCR. Alors, quelle est notre méthode de travail? Eh bien, lorsque nous apprenons la présence d'une personne soupçonnée d'avoir participé au génocide des Tutsis sur le sol français, nous prenons notre bâton de pèlerin et nous nous rendons sur place au Rwanda, sur les lieux des crimes, pour aller rencontrer les témoins qui sont susceptibles de nous aider dans la plainte que nous souhaitons déposer. Nous rencontrons bien sûr des rescapés, mais nous rencontrons aussi des tueurs, des génocidaires qui acceptent de dire ce qu'ils savent sur les personnes qu'on veut poursuivre en France. Et je dirais que dans ce sens-là, nous sommes des parties civiles un petit peu spéciales, parce que dans les crimes de droit commun qui passent devant les assises, les parties civiles n'ont pas un rôle très important. Elles se plaignent, elles veulent porter plainte contre les assassins de leur famille, mais là, nous sommes pratiquement
comme des auxiliaires de la justice, à tel point que souvent, quand les juges d'instruction souhaitent nous rencontrer, parce que c'est ce qu'ils font lorsqu'on dépose des plaintes, eh bien, nous sommes amenés à leur donner toutes les indications dont nous sommes en notre possession, les noms de tous les témoins qu'on a rencontrés, leur téléphone, etc. Donc, nous avons un travail, nous avons une présence, je dirais, assez originale. Nous sommes à la fois des enquêteurs et des auxiliaires des juges d'instruction ou des gendarmes qui partent eux aussi en enquête. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en 27 ans, puisque dans quelques jours, on va commémorer le 27e anniversaire du génocide des Tutsis, eh bien, seules 3 personnes, et j'insiste, seules 3 personnes ont été jugées et condamnées en France. Pascal Simbi-Kangwa, 25 ans de prison en première instance et en appel. Octavien Gazi et Tito Barreira, perpétuité en première instance et en appel. Et il faut bien dire, et c'est là que c'est un point sur lequel on doit insister, si les partis civils que nous sommes ne s'étaient pas lancés dans ce combat pour la justice, il n'y aurait certainement eu actuellement, à ce jour, aucun procès pour génocide, dans la mesure où le parquet a attendu l'année 2019, donc ça fait seulement 2 ans, que le parquet a décidé d'ouvrir des informations judiciaires contre des personnes qui étaient visées par des mandats d'arrêt internationaux venant du Rwanda. Donc, vous comprenez le rôle extrêmement important des parties civiles dans ce type de procès. Donc, 3 procès seulement à ce jour. Un autre qui aurait dû avoir lieu en février, d'abord en décembre dernier, puis en février. Maintenant, il est reporté au mois de novembre à la fin de l'année, le procès de Claude Mouhaïmana. Et puis, 3 autres personnes qui sont déférées devant la cour d'assises. Mais, et là encore, c'est une des grandes difficultés que nous rencontrons. Elles sont déférées devant la cour d'assises suite à l'ordonnance de mise en accusation des juges, mais elles ont la possibilité de faire appel, de se pourvoir en cassation, et vous pensez bien que ces personnes-là ne s'en privent pas. Donc, nous attendons 3 autres procès d'assises, mais nous n'avons aucune visibilité sur les dates. Et là, j'en profite, si vous voulez, une fois encore, je dirais pour dénoncer, mais vraiment dénoncer fermement les lenteurs de la justice. Les lenteurs de la justice. Ce n'est pratiquement que depuis 2012, c'est-à-dire lorsque au TGI de Paris, la France a décidé de créer un pôle crime contre l'humanité, que les véritables enquêtes de la part des juges d'instruction et des gendarmes ont pu commencer. Donc, la France a pris un retard considérable dans le jugement des personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide. Donc, plusieurs procès en attente. Il y a eu jusqu'à ce jour 4 non-lieux, donc les dossiers sont terminés, les personnes ne seront pas jugées. Une autre est décédée avant d'être jugée, donc elle est morte innocente. Actuellement, nous sommes partie civile, j'ai recompté encore tout à l'heure avant de vous rencontrer, puisque nous disposons à déposer une nouvelle plainte dans les jours à venir. Nous nous sommes constitués partie civile dans 3 autres dossiers ouverts par le parquet. Donc, nous sommes actuellement partie civile dans 26 dossiers. Donc, imaginez le temps qu'il faudra pour que ces 26 personnes-là soient jugées. Il est évident que, dans la mesure où certaines personnes sont âgées, il est évident que ces personnes-là risquent de mourir avant d'avoir été jugées, et donc elles mourront innocentes. Je précise également que si nous sommes submergés de dossiers, c'est parce que la France aussi a toujours refusé d'extrader des personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide.
sous des arguments avec lesquels nous ne sommes pas du tout d'accord, mais bon, c'est peut-être pas le sujet de cette rencontre. Voilà, donc nous avons participé à 4 procès en première instance et en assise, et nous avons eu, je dirais, je ne sais pas si c'est le privilège, de pouvoir participer à toutes les audiences de ces procès et de pouvoir également faire quotidiennement des comptes rendus de toutes les audiences. Et nous avons tenu à le faire malgré les difficultés que ça représente, eh bien, pour que la mémoire de ces procès d'assises reste. Je crois que c'est aussi dans ces procès-là, c'est un des rôles des parties civiles que de faire ces comptes rendus, d'autant que la presse est généralement absente de ces procès. Les journalistes sont là le premier jour, le dernier, et entre-temps, eh bien, quelques unités se présentent en audience, mais c'est extrêmement rare. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, après, je vais passer la parole à Dafrosa, simplement pour dire, là, pour l'instant, il y a des choses qui nous choquent dans les procès, des choses qui sont difficiles à supporter. D'abord, évidemment, nous sommes confrontés aux témoins. Certains de ces témoins sont soit des rescapés, ces rescapés qui, pour certains d'entre eux, sont des amis. Et donc, c'est toujours extrêmement difficile d'avoir à entendre de nouveau tous ces témoignages plus terribles les uns que les autres. Et puis, on entend les tueurs qui parfois aussi nous choquent par ce qu'ils disent, certains n'ayant pas peur de dire, mais si, quand on leur pose la question, si on vous demandait de le refaire, est-ce que vous le referiez? Eh bien, oui, ils le referaient. Et puis, étonné aussi par, je dirais quand même, le comportement de la défense. Il est vrai que les personnes qui sont jugées ont bien évidemment le droit à être défendues par des bons avocats. C'est normal, c'est ça la justice. Mais nous avons toujours été confrontés, dans chaque procès, nous avons été confrontés à l'agressivité des avocats de la défense. Ils ont même voulu faire interdire, par exemple, en cours de procès, faire interdire notre site. Ils voulaient nous empêcher de faire des comptes rendus. Pendant le procès en assises, on a dû se déplacer à au nouveau palais de justice parce que, eh bien, ils nous traînaient devant la justice pour faire interdire notre site. Bon. Ce sont là des éléments, mais ça aussi, je veux dire que ça peut être déstabilisant d'avoir à affronter la défense. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Dafrosa peut peut-être ajouter des choses, certainement, dire un peu le sentiment qu'elle a. Et puis, c'est peut-être plus important de répondre à vos questions parce que vous devez vous en poser sur la façon, pour des parties civiles, de vivre des procès d'assises. Bonjour à tous. Rebonjour. Je ne sais pas s'il faille rajouter quelque chose parce que je pense qu'Alain vous a brossé le tableau de l'état des lieux actuel, un peu de notre travail et des dossiers en cours. Mais s'agissant des parties civiles que nous sommes, le sentiment, bien naturellement, c'est qu'un procès, ces procès de cette nature, c'est toujours une épreuve. Moi, je le ressens, nous le ressentons comme ça. C'est une épreuve aussi bien physique que morale. Physique à cause de la longueur des procès. Le dernier ayant duré 2 mois et demi. Longueur des procès, longueur des débats.
mais aussi la gravité, évidemment, du sujet, la gravité des faits, la douleur des victimes. Et aussi, vous parlez de l'hostilité des avocats de la défense, mais là, je pense que c'est leur jeu, c'est tout à fait normal, j'allais dire, hein, parce que c'est une façon aussi de nous intimider, peut-être, de nous déstabiliser. Mais ceci étant dit, je pense, quelles que soient les personnes qui assistent au procès, moi, je dirais même la partie adverse, c'est réellement une épreuve. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Ce que je peux dire, c'est aussi cette charge émotionnelle qui est énorme, qui ne nous épargne pas, bien sûr, à cause des récits. Alain en parlait tout à l'heure. Quand bien même c'est des récits que l'on connaît, ce sont des témoignages que nous, on connaît déjà en amont, puisqu'on les a recueillis. Moi-même, je les traduis, donc je les vis déjà 2 fois avant de les déposer avant que nos avocats les déposent chez le juge d'instruction. Ensuite, on les entend, mais les entendre devant une cour d'assises, devant les jurés, je vous assure, ça ne fait pas du tout la même chose. Il y a une émotion particulière. Bien évidemment, c'est aussi un parcours de combattant. Alain vous parlait de notre travail, comment on procède, mais vous imaginez que du moment où on commence à faire nos enquêtes et au moment où arrive un procès, dans le dernier de 2 bourgmestres, la plainte avait été déposée, me semble-t-il, en 2007 et le procès en première instance a commencé en 2016. Donc, vous pouvez faire le compte ce que ça représente. Évidemment, une fois que nous, on va dire, on a bouclé, on a fini ce qu'on a à faire, ce n'est absolument jamais fini parce qu'une fois que le procès arrive, on retourne sur les lieux, on revoit les parties civiles, on les rassure, on leur explique ce que c'est un procès. Vous imaginez pour tous ces villageois qui arrivent de très très loin, qui n'ont jamais d'ailleurs, parfois jamais voyagé, qui n'ont jamais vu, j'allais dire, des blancs, autant de blancs dans une cour d'assises, parce que quand c'est des procès qui ont lieu au village, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même émotion, des gens qui parlent en français, il y a des traductions, mais rien que nous, même nous, quand on entre dans une cour d'assises, il y a déjà cette ambiance, il y a déjà cette enveloppe, il y a déjà cette appréhension. Alors vous imaginez pour un villageois, une villageoise, un Rwandais ordinaire, un citoyen qui n'a jamais voyagé, qui ne comprend même pas notre langue, c'est aussi autre chose, plus la violence parfois des questions de la défense qui tentent toujours à déstabiliser, etc. etc. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Mais c'est aussi un moment quelque part pour nous de consécration parce que c'est le bout du chemin parcouru pour un dossier, parce qu'on mesure tout ce chemin, on mesure le travail réalisé. On est heureux aussi d'être là pour les victimes, être là pour eux, heureux de les représenter. Évidemment, ceux qui ne sont plus là, évidemment, c'est les morts qu'on représente parce qu'ils ne pourront jamais être là pour réclamer justice. Ensuite, le fait que ces procès se passent très, très loin du Rwanda, très, très loin des lieux des crimes.
Ça aussi, c'est un autre scandale. C'est pour ça on aimerait tellement que les extraditions puissent avoir lieu pour que les gens puissent être jugés au lieu où ils ont commis des crimes, auprès des victimes, auprès des familles des victimes, auprès des rescapés. Ça a une autre portée pédagogique que dans une cour d'assises à Paris. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Après, on peut se prêter aussi au jeu de questions. Vous comprendrez que le fait même de juger le génocide donc à Paris, loin du lieu, ça n'a pas du tout la même portée, même si ça permet d'écrire l'histoire des lieux, de ces lieux où a été commis le crime. Ça permet de conserver ces mémoires parce que c'est filmé et moi, je suis vraiment militante pour que ces procès soient filmés, pour qu'il y ait cette transmission, que nos générations, la nôtre qui avons vécu le génocide indirect, qu'on puisse, ce travail puisse être légué aux générations d'après pour la reconstruction, pour que plus jamais ça, même si on le dit toujours et que l'histoire des hommes recommence toujours les mêmes bêtises. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? C'est aussi un rôle pédagogique, bien sûr, un rôle aussi thérapeutique. Il faut voir, quand on retourne au Rwanda, après les procès et qu'on revoit les rescapés chez eux, puisqu'on va les voir souvent, on va les visiter quand on retourne pour voir comment ils vont. Certains ont réellement changé de visage, des visages complètement fermés. C'est comme s'ils ont été libérés d'un poids, de quelque chose d'énorme. Être entendu, être reconnu comme victime, je pense que là, c'est aussi une forme de guérison. Ça leur permet de commencer réellement leur deuil. Le deuil qu'on ne peut pas souvent faire au Rwanda parce qu'on n'a pas enterré nos victimes. Ils se trouvent dans des fosses communes pêle-mêle ou dans des rivières quelque part ou encore dans des forêts quelque part aussi. Donc, beaucoup n'avons pas pu enterrer nos morts. Et le fait de les réhabiliter en cour d'assises, dire leur nom, les évoquer, dire qui ils étaient, leur âge, leur statut social parfois. Ça, je pense que c'est aussi ça, le rôle de ces procès et notre rôle en tant que petite main de la justice, ça a du sens. La justice, je vous parlais de ces... j'ai beaucoup d'émotions, excusez-moi. Le fait que les rescapés et les victimes puissent assister ou être reconnus en tant que tels, en tant que victimes, je pense que quand on parle avec eux et qu'on évoque ce climat de violence, de ce qu'ils ont vécu, et qu'on sent qu'ils sont déchargés un peu de ce poids, justement, on sent ce rôle de la justice qui vient couper ce karma de violence et qui vient apaiser, en fait, qui vient apaiser les cœurs, qui vient reconstruire. Au-delà des êtres, reconstruire aussi la société, mais là, c'est aussi un autre débat. Il y aurait beaucoup de choses à dire parce que le génocide détruit complètement, c'est la destruction totale d'une société.
on ne tue pas les gens, pas que les gens, on tue toute une société, on déconstruit tout. Il n'y a pas que les villages qui sont détruits, que les biens qui sont détruits. On déconstruit complètement une société. Et là, pour reconstruire, il y a encore énormément de vie. Je ne sais pas si je peux encore ajouter beaucoup d'autres choses. Il y aurait beaucoup de choses à dire parce que nous, notre rôle qui est celui de participer justement à cette manifestation de la vérité, de cette vérité juridique. Moi-même, je le ressens comme c'est une joie profonde de pouvoir. La justice nous offre un cadeau, c'est comme un cadeau réellement, de pouvoir nous offrir ça, parce que sans la justice, je ne sais pas, en fait, ouais, je bouge beaucoup. Le fait d'enrayer l'impunité, ça permet de pouvoir avancer, de passer à autre chose, d'entrer dans la période de deuil ou de faire son deuil. Et non, donc, c'est tout ce travail de reconstruction, tout ce travail thérapeutique qui vient un peu apaiser et reconstruire. Voilà, il y a beaucoup de choses, je parle dans tous les sens, mais vous pouvez toujours nous poser des questions. Je voudrais quand même préciser, avant de vous laisser la parole, dire que bon, c'est nous qui aujourd'hui nous exprimons devant vous parce que nous sommes les fondateurs du CPCR, mais il y a autour de nous des amis qui sont beaucoup investis à nos côtés, dans l'ombre, qui nous aident. Non pas dans le recueil des témoignages, mais une fois qu'on est ici en France, qui nous soutiennent, sans parler de tous ceux qui financièrement nous aident aussi, parce que lorsqu'un procès d'assises se profile à l'horizon, il y a des frais importants parfois à assumer. Et je voudrais aussi là en profiter donc, pour remercier tous les cabinets d'avocats. Actuellement, ils sont 6, je pense, j'en oublie pas, qui sont à nos côtés, qui, lorsque nous avons recueilli les témoignages, eh bien, sont chargés de rédiger les plaintes et de les confier au juge d'instruction du pôle. Donc, voilà, j'avais peur d'oublier de remercier à la fois nos amis qui nous soutiennent et nos avocats qui sont véritablement indispensables avant les procès et, bien évidemment, pendant les procès d'assises. Voilà. Je crois qu'on a à peu près pris notre temps. Merci beaucoup Dafroza et Alain. C'était très très belle intervention qui voilà, très émouvante aussi et qui a permis de voir au-delà de ce qu'est le rôle des parties civiles, ce que vous, en tant que partie civile, voilà, c'est l'engagement que vous avez dans ces affaires depuis très très longtemps, dans un très grand nombre d'affaires. Donc c'était vraiment passionnant. Je vais tout de suite donner la parole à la salle en ajoutant juste une petite précision, puisque Dafroza, vous soulignez l'importance de filmer ces procès. Donc quand le procès de Claude Muaïmana va commencer, ce procès sera également filmé. La décision a déjà été prise par le ministère de la Justice. Donc voilà, donc il le sera également. Donc tout de suite, vous pouvez prendre la parole. Et voilà, j'ai redonné la main. Vous avez en principe la main sur vos micros, a priori. Avec une question tout de suite de Béatrice Hérold que je relais. Est-ce que vous pourriez préciser les arguments de la France pour ne pas pratiquer les extraditions? Oui, alors c'est assez simple. Hein. Pendant de nombreuses années, il y avait tout un tas de raisons pour lesquelles la Cour de cassation refusait d'extrader. Au départ, c'était de dire oh, mais au Rwanda, ils n'auront pas de procès équitable. La justice
n'est pas une justice de pays démocratique. Et puis, il y a la peine de mort. Bon, la peine de mort a été supprimée depuis 2007. Donc, ces arguments sont un peu tombés, même le premier, dans la mesure où le TPIR a déjà extradé des gens vers le Rwanda et un nombre important d'autres pays européens en particulier, occidentaux, eh bien, extradent maintenant assez régulièrement. Il ne reste plus qu'un argument juridique pour lequel la France refuse d'extrader, c'est de dire que comme il n'y a pas de rétroactivité, la peine pour génocide au Rwanda, la loi organique qui punit le génocide au Rwanda étant postérieure au génocide, eh bien, on refuserait le droit au Rwanda de juger les génocidaires. Or, je dirais, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le Rwanda avait signé les grandes conventions internationales, convention de New York, convention de Genève. Elles étaient signataires, et donc ces lois, ces conventions auraient suffi pour juger. De toute façon, le Rwanda a jugé peut-être 2 millions de personnes. Donc, je ne vois pas comment on pourrait refuser au Rwanda la possibilité de juger. Et l'argument qui est donné, pour nous, même juridiquement, il ne tient pas la route. On a un ami qui est professeur de droit à l'université de Limoges, Damien Rotz, qui a écrit un long article sur ces refus de la Cour de cassation que nous n'acceptons pas. La France a jugé Touvier, Papan, Barbie en s'appuyant sur les grandes conventions internationales. Voilà. Mais maintenant, les décisions de refus d'extradition seront prises. Il y a une jurisprudence qu'on aimerait bien voir changer, mais je crois que ça n'apprend pas le chemin. Alors, on a une autre question vous demandant votre sentiment sur les gachacha. Peut-être qu'avant de répondre à cette question, vous pouvez brièvement expliquer ce que sont les gachacha, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le sache. Et puis ensuite répondre, voilà, c'est Tom Richer qui pose cette question sur votre sentiment sur les gachacha. Alors, les gachacha sont des procès qui sont basés sur la tradition. Autrefois, au Rwanda, lorsqu'il y avait des litiges entre des voisins, lorsque la vache de votre voisin venait manger le maïs que vous aviez planté, eh bien, pour régler ces différends, on réunissait sur la colline, sur l'herbe rase, le nom gachacha, on réunissait à la fois les victimes et les auteurs des nuisances pour régler ces problèmes-là. Et donc, le Rwanda a eu, je dirais, l'audace, parce que c'en est une, je dirais même contre vents et marées, puisque beaucoup de gens, un peu partout dans le monde, n'y croyaient pas. Elle a eu l'audace d'avoir recours à cette tradition pour eh bien, juger des crimes de génocide. Or, c'est vrai que dans ces gachacha, il n'y a ni magistrat, ni juge, ni avocat. Il y a simplement 9 juges qui ont été désignés, choisis dans la communauté, les Inganga Bugayo. Ils sont jugés pris dans la communauté, et c'est devant eux, c'est eux qui vont prendre la décision, après avoir entendu à la fois les victimes, les bourreaux. Eh bien, voilà. Donc, alors, ce qu'on pense des gachacha, je pense que Dafroza a aussi son sentiment, mais je dirais, je vais lui laisser la parole, mais je pense que heureusement que le Rwanda a eu cette merveilleuse idée d'avoir recours au gachacha. Je crois que le pays aujourd'hui n'en serait pas là, parce que ça a permis de juger un nombre extrêmement important de personnes qui, à tout niveau, que ce soit des tueurs ou des voleurs de biens, etc., ont participé au génocide. Je crois qu'on ne peut que féliciter les responsables du pays d'avoir eu cette initiative. On peut ajouter aussi que les gachacha, je parlais tout à l'heure du rôle de la justice sur l'écriture de l'histoire des lieux. Et là, les gachacha, pour le coup, ça écrit réellement l'histoire des collines, des endroits où a été commis le génocide.
quand il y a des survivants qui justement demandent justice. Malheureusement, il n'y en a pas partout, parce qu'il y a des collines où il n'y a pas de survivants. Mais quand il y en a, ça a permis des débats qui ont lieu au cours de ces gachachas, au cours de cette justice du village. Ça a quand même permis que les gens puissent se parler, puissent, je ne dis pas se réconcilier, je ne peux pas parler de ce mot-là, je n'aime pas beaucoup. Par contre, ça a permis aux personnes de pouvoir se reparler, ça a permis de retracer l'histoire de la colline ou du lieu en question, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parfois, les tueurs donnent des lieux où ils ont enseveli ou jeté les corps. Ça permet de retrouver les corps, de les déterrer, de pouvoir les enterrer dignement. Évidemment, c'est des procès très douloureux. Nous y avons participé tous les deux. J'avoue qu'il faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est quand même assez terrible de voir des rescapés s'évanouir ou carrément devenir hystérique, devenir complètement fou. Et on le comprend quand vous êtes en face du tueur de votre famille et que vous devez lui parler et que vous devez avoir un dialogue, un échange, même via des personnes interposées, vous comprendrez que c'est vraiment une épreuve. Mais le rôle bénéfique des gachachas existe et a permis de reconstruire ensemble et de se projeter ensemble. Et d'essayer de tenter une réparation pour certains. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais... Alors, il y a aussi d'autres questions qui sont arrivées. Merci beaucoup. Christian demande si vous pouvez revenir sur la manière dont vous recueillez avant le procès les témoignages et la façon dont vous suivez ensuite les témoins pendant le procès. Et une autre question dans le même ensemble, en dehors de l'émotion, donc qu'est-ce qu'apporte l'audience ? Alors, bon, nous ne sommes pas des enquêteurs professionnels. Quand on a créé le collectif des parties civiles pour le Rwanda, nous n'avions aucune connaissance en droit. D'ailleurs, nous n'avons pas ouvert de livre de droit depuis. Les seules connaissances que nous avons apprises sur le terrain. Alors, la question, c'était comment on fait pour recueillir les témoignages? Ben, tout simplement, on se rend sur les lieux des crimes et puis on essaie de retrouver des témoins qui sont là. Alors, au tout début, si vous voulez, nous partions tous les deux sans l'aide de personne. Et puis, nous allions sur les collines, nous parlions avec les gens. Ça peut être surpris, mais en tout cas, ça nous a permis de rencontrer des témoins, à la fois rescapés ou tueurs, et nous les interrogeons, non pas sur ce que ces tueurs-là, en particulier, je parle des tueurs, sur ce qu'eux, ils ont fait pendant le génocide, mais sur ce qu'ils savent des personnes avec qui ils ont collaboré, puisque ces gens-là, ceux qu'on poursuit en justice, ont collaboré avec eux. Et donc, on recueille tout simplement leurs témoignages, on écrit. Nous ne sommes pas très modernes. On aurait pu enregistrer, on ne l'a pas fait. Ça aurait été peut-être un vivier et pour les archives, quelque chose de plus important. Mais il se trouve qu'on était vraiment des amateurs. Et c'est à l'aide de ces témoignages que l'on recueille, que l'on écrit, ou qu'ils écrivent eux-mêmes parfois, parce que ça prend du temps. Hein, donc on leur demande d'écrire. Lorsqu'ils ont écrit, alors c'est en français ou en kinyarwanda, mais la plupart du temps c'est en kinyarwanda, d'où le gros travail de traduction que Dafroza doit faire au retour. Et puis, eh bien, on leur demande, il faut fournir leur pièce d'identité,
Pour les victimes, il faut qu'ils arrivent à prouver qu'ils sont bien les enfants du père et de la mère qu'on a tués, des frères et sœurs qu'on a tués, etc. Mais on privilégie beaucoup, nous, pour les rescapés, le contact humain. Ce qui est important pour nous, c'est bien sûr le recueil des témoignages, mais on l'a vaguement évoqué. Lorsque les procès sont terminés, nous mettons, je dirais, tout notre honneur, mais même notre volonté à continuer à rencontrer les rescapés qui se sont constitués partie civile à nos côtés. Nous avons des groupes importants un petit peu partout au Rwanda. À Kabarondo, nous avons une douzaine de rescapés que nous rencontrons pratiquement à chaque voyage. Dans le procès Ngenzi Balaïra, dans un procès qui viendra probablement rapidement, puisque c'est la seule personne qui soit en détention provisoire. On n'en a pas parlé, mais actuellement, il n'y a qu'une personne en détention provisoire, un gendarme qui a commis des crimes à Nyanza, dans la province du sud du Rwanda. Nous avons là plus d'une quarantaine de témoins partie civile. Et donc, nous allons les rencontrer systématiquement. Nous prenons un verre ensemble, nous mangeons une brochette, voilà, les plats un peu traditionnels, mais on tient à garder ces liens. Je peux ajouter aussi que aujourd'hui, on peut aussi se faire aider du parquet. Il y a un parquet qui est chargé de ce qu'on appelle les fugitifs, hein, de tous ceux qui ont fui et qui sont ici et ailleurs. Parfois, quand on n'a pas on ne sait pas comment faire, on va demander au parquet si eux-mêmes, ils savent si cette personne a été jugée par les gachacha, justement. Parfois, ils nous disent oui, ou parfois, le procureur téléphone au procureur du lieu de la personne en question pour lui demander s'il y a eu un procès gachacha ou autre, parce qu'il y a des gens, on n'a pas parlé des catégories, parce qu'il y a les premières catégories, deuxième catégorie, etc. Si ces personnes-là ont été jugées dans un parquet quelque part au Rwanda. Et quand c'est le cas, on demande une permission spéciale pour pouvoir lire les procès gachacha de ces personnes-là. Ça nous donne déjà des indications, ça nous donne aussi des pistes de travail. Mais pour tout vous dire, pour un dossier, une enquête, enfin pour nous, puisqu'on n'est pas des professionnels et qu'on n'a pas suffisamment de moyens, ça peut prendre 4 ans avant de déposer une plainte. Mais c'est important de dire que nous travaillons beaucoup, effectivement, en relation avec les autorités judiciaires du Rwanda, le parquet général, le parquet qui s'occupe des fugitifs. Lorsque nous allons en prison, nous devons avoir l'autorisation d'aller en prison pour rencontrer les prisonniers qui acceptent de témoigner. Ou bien on demande à ce qu'ils soient sortis de prison pour qu'on nous les amène au parquet. Et là, on nous laisse dans une pièce avec eux tout seuls pour pouvoir les interroger en toute indépendance. Voilà un peu pour le travail, enfin une partie du travail qui nous revient. Maintenant, ce que nous apportent les audiences, pour nous, franchement, un procès d'assises, vu la longueur, Dafrosa en a parlé, mais c'est quelque chose d'extrêmement éprouvant. Personnellement, j'ai dit tout à l'heure que je m'efforçais de faire des comptes rendus quotidiens. Quand on dit compte rendu quotidien, ça veut dire que pendant toute la journée, et les journées commencent à 9h30 en général le matin, se terminent à 17, 18, 19h, parfois même jusqu'à 23h. Ça veut dire que pendant toutes ces heures-là, ça m'oblige à être très attentif à tout ce qui se dit, puisque je prends des notes. Et une fois rentré à l'appartement qu'on est obligé de louer à Paris, puisque nous habitons Reims, donc nous devons louer un appartement à Paris, le plus près possible du palais de justice, eh bien, il me reste à faire ces comptes rendus pour pouvoir les publier dans la nuit ou le matin. Et ça me prend 3, 4, oui, au moins 3, 4, 5 heures parfois, donc une bonne partie de la nuit. Et j'avoue que au bout de 1 mois, 2 mois,
j'en sors relativement, je dirais, excusez-moi l'expression, mais décidé. Mais c'est extrêmement important d'être là, hein, parce que on représente les victimes. Hein, on représente les victimes et on se doit de leur expliquer ce qui se passe dans la cour d'assises, qui est très loin d'eux-mêmes. Je peux ajouter un petit quelque chose, mais moi, parfois, j'attends quand même un moment d'humanité de la part des tueurs ou des accusés. On aimerait bien qu'il y ait au moins un petit moment un regard envers la victime, parfois qui vient témoigner, qui est souvent quand même méprisée par l'accusé. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, alors qu'ils étaient voisins, ils habitaient à 100 mètres l'un de l'autre. Là, moi, je me dis, les accusés, parfois, ils ratent quelque chose. Ils ratent leur humanité. Ils pourraient très bien la retrouver là en cour d'assises. Je ne désespère pas. Peut-être qu'un jour, ça va arriver hein, pour les futurs accusés à venir. Mais là, jusqu'à là, ce qu'on a vu au procès Sindikangwa et au procès Ngenzi et Tito Barahira, c'est vraiment le désespoir. C'est le désespoir de l'homme. On ne croit plus à l'homme quand on sort de là parfois. Mais bon. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils nient systématiquement, hein, puisque leurs avocats vont plaider d'innocence, donc ils nient systématiquement tous les témoignages qu'on apporte contre eux. Et je crois que là, il ne faut pas trop rêver. Quand on connaît les avocats de la défense, quand on connaît maintenant un petit peu leur façon d'envisager les procès, je crois que nous serons confrontés systématiquement à cette négation. Faut pas désespérer quand même. Hein. Oui, mais bon. C'est-à-dire que... Personnellement, je n'y crois pas. La justice, elle est faite aussi pour l'accusé. Oui. Elle est faite pour l'accusé, pour que l'accusé aussi revienne à nous, revienne dans la communauté des hommes, à un moment ou à un autre. Voilà. Quand on sort de là, ce qui est désespérant pour moi, c'est ça. C'est que on se sépare. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est... on est heureux d'avoir accompli comme un devoir ce parcours vraiment de combattant, mais en même temps un goût complètement amer de se dire mais ils ont raté ça, ils ont raté leur moment, ils ont raté leur moment d'humanité. Merci beaucoup. Alors, l'heure avance. Peut-être qu'il y aurait une dernière question. S'il n'y en a pas une, je vais peut-être relayer. Là, il y a eu pas mal d'échanges dans le chat auxquels Christian et moi on a répondu. Ça touchait beaucoup aux conditions d'enregistrement voilà, des procès. Peut-être une question à laquelle vous allez pouvoir répondre parce que il y avait aussi une autre question de Vincent Lockman sur l'existence en France et au Rwanda de lieux de mémoire sur les procès. Donc en France, voilà, un tel lieu n'existe pas. Au Rwanda, je ne sais pas. Vous voulez dire un lieu de mémoire pour les procès? Non, je n'ai pas compris la question. La question est, existe-t-il en France ou au Rwanda un lieu de mémoire de ces procès? Mais peut-être que, Monsieur Lockman, vous pouvez prendre la parole. En principe, vous avez la main sur votre micro si vous voulez préciser votre demande. Oui, simplement, d'abord, merci de cette présentation. On imagine qu'il y a un corpus de vidéos là, très importantes et qui pourront servir aujourd'hui pour comprendre et pour l'histoire. Et donc, ma question, c'était de savoir, est-ce que
Donc j'ai compris qu'elles étaient aux archives audiovisuelles de la justice, c'est ça, donc en France. Mais est-ce qu'elles ont été transmises au Rwanda? Est-ce qu'elles ont été traduites en Kinyarwanda? Est-ce qu'il y a une valorisation de ces archives qui constituent sans doute des éléments très importants pour l'histoire et la vérité? Alors, oui, non, mais les archives, il y en a bien sûr en quantité. Il y a des archives au Rwanda, bien évidemment. Il y a des chercheurs qui, depuis des années, vont sur place au Rwanda. Je vois Hélène qui en fait partie et qui travaille beaucoup. Voilà, donc les archives existent. Vous savez qu'aussi la France s'interroge maintenant un peu sur le tard de savoir quel a pu être le rôle de l'État français pendant le génocide au Rwanda en 1994. Vous savez qu'on attend d'ici quelques jours le rapport d'une commission, la commission Duclerc, qui a été chargée de dépouiller toutes les archives concernant les relations entre la France et le Rwanda dans les années 90-94. Bon, je ne sais pas, j'espère qu'on va apprendre quand même les vérités qu'on suspecte un peu déjà. Mais voilà, donc il y a un gros travail encore à faire et je pense que les chercheurs ne seront jamais assez nombreux pour se pencher sur ces événements qui ont ensanglanté le Rwanda. Voilà, au Rwanda, il y a des lieux où sont entreposées ces archives. Les gachacha, les archives des gachacha sont toutes disposées dans un bâtiment de la police. Et puis, à travers le pays, on n'a pas parlé, il y a des mémoriaux. Il y a un grand mémorial à Kigali qui est un lieu à la fois de pèlerinage, de mémoire, qui explique ce qu'est le génocide. Un peu partout dans le pays, pratiquement sur tous les lieux des crimes, on a érigé aussi des mémoriaux auprès desquels on se retrouve, je dirais, aux dates où les crimes ont eu lieu dans le pays. Voilà, mais... Oui, on peut ajouter aussi que Alain parlait du mémorial de Kigali. Là, on numérise des témoignages. Hein. Il y a énormément de témoignages qui sont numérisés et qui sont mis en ligne. Et je pense que pour les chercheurs et les futurs chercheurs, c'est une matière très, très importante et intéressante. Il y a un gros travail de recueil des archives. Nous, les quelques archives que nous avons à la maison, nous avons les archives du procès de Bruxelles en 2001, nous avons tous les articles que la presse a publiés en 1994 et même de 90 à 94. Voilà, toutes ces archives-là, on est déjà venu les mémoriser à la maison et ça fait partie voilà, de tout ce qui pourra nous apprendre parce que il y a là un gros travail de mémoire à faire. Peut-être une dernière question. Que pensez-vous d'une possibilité qui permettrait en fait au procès d'être diffusé en direct? Est-ce que dans ce cas-là, ces procès seraient différents? Est-ce que les acteurs, que ce soit les témoins, les accusés ou les avocats, s'exprimeraient différemment si donc les enregistrements permettaient une retransmission en direct? Moi, j'ai entendu oui, la position de M. Badinter, de Mme Sironi. Bon, déjà, si c'est diffusé en direct, ça veut dire que c'est des heures et des heures et des heures, des centaines, des milliers d'heures à écouter. Bon, ça risquerait, je pense, d'être un petit peu fastidieux, mais pour ceux que ça intéresse, ça pourrait avoir un grand intérêt, effectivement, que ça se passe comme ça. Ce qui est regrettable, bon, c'est que pour accéder aux archives, au procès filmé, il faut attendre des années. Alors, je crois que vous avez eu accès au film, enfin, à toutes les heures pour réaliser l'exposition. Bon, ça ne fait que quelques années après. Mais je ne sais pas si ça présenterait un grand intérêt de les diffuser en direct. Personnellement, je ne saurais pas comment. Oui, parce que y a vraiment des petits détails parfois
qui échappe, parce que moi, si c'était diffusé en direct. Si c'était diffusé en direct, peut-être aurait-il un comportement un peu différent. Je dis peut-être. Mais bon, c'est un avis qui peut être bien discuté, effectivement. Oui, oui. Très bien, bah, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Voilà, il est peut-être temps de conclure. Christian, est-ce que tu veux dire un mot de conclusion? Oui, je veux bien. Je crois que les trois questions qui me semblent importantes, qui ont été abordées, c'est d'abord la question effectivement de l'extradition et de la tenue des procès dans le pays dans lequel les crimes ont été commis. Je pense que vous avez insisté quand même sur cette importance et dans le contraire sur l'écart que ça fait pour les Rwandais venant à Paris de voir beaucoup de Blancs tout à coup s'occuper de leurs affaires. Donc, je pense que cette première chose était importante. La deuxième, c'est sur la question effectivement du témoignage. Vous n'avez pas eu le temps d'entièrement développer ce point, mais ma question, en fait, c'était surtout sur qu'est-ce que ça change pour vous et pour les témoins quand vous avez travaillé avec eux au Rwanda en préparant, je dirais, tranquillement leur témoignage et quand ils sont confrontés à la barre, au processus judiciaire. Et puis la troisième chose qui vient d'être évoquée, c'est la question donc, du filmage des procès et de ce que ça peut produire quand c'est éventuellement en direct. Alors, vous avez dit, Alain, que ça ferait beaucoup d'heures à visionner. On peut se poser la question de savoir si une sorte de résumé hebdomadaire filmé pourrait éventuellement être vu par un très grand nombre de gens et avoir une vertu pédagogique très grande s'il est entrecroisé. Oui. Bon, sur la question du témoignage, je reviens un petit peu là-dessus. Quand on recueille des témoignages, surtout auprès des rescapés, ben, c'était un moment pratiquement de confidence. C'était un moment à nous, en fait, entre eux et nous. Ils nous confient leurs paroles, ils nous confient leur misère, ils nous confient des choses extrêmement graves. Ils nous confient, j'allais dire, leur vie, leur douleur. Parfois, ils ne l'ont pas dit pendant 25 ans, 27 ans. Et c'est vraiment, moi, à chaque fois, je suis toujours bouleversée. C'était un moment pas toujours facile, j'avoue, je fais face. Mais quand ça m'arrive, quand je suis en train de traduire ici dans la maison, ça m'arrive de m'effondrer parfois. Parce que on ne peut pas imaginer, c'est quand même des témoignages très durs. Maintenant, en cours d'assises, c'est autrement. Parce qu'ils arrivent justement intimidés, ils ne sont pas dans leur élément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, ils racontent à l'endroit, à l'envers, parce qu'ils n'ont pas déjà l'habitude, ils sont intimidés, c'est très impressionnant. Et puis ils viennent très peu de temps, ils sont très fatigués, parfois ils arrivent le soir, le lendemain à 9h30, ils sont en cours d'assises pour déposer leur fardeau. Vous imaginez ce que c'est, et puis ils sont quand même soumis aux questions, les questions de la défense. Évidemment, c'est normal, la défense joue son rôle, il faut un procès, c'est ça, c'est un débat contradictoire. Mais ceci étant dit, il y a aussi, on ne l'a pas évoqué, il y a le problème des traductions. Il y a des traducteurs pour la justice. Donc, parfois, c'est à peu près. C'est pas complètement... c'est pas comme si on reçoit la parole en direct. Une fois que c'est traduit, il y a parfois des trahisons. Enfin, c'est pas fait exprès, mais ce n'est pas bien traduit. Hein, parfois sur mon banc, là, je ne suis pas bien,
Je trépigne, je ne suis pas très bien parce que je sens qu'il y a des inexactitudes et des choses qui sont mal dites, qui sont mal traduites et qui ont quand même des conséquences sur la compréhension des jurés. Moi, c'est vraiment les jurés, je tiens beaucoup. C'est eux les juges, c'est eux qui vont rendre justice. Il faut qu'ils comprennent ce qui est dit. Il faut qu'ils comprennent la subtilité. Il faut qu'ils comprennent ce qui s'est passé réellement et pas d'heure à peu près. Donc, il y a vraiment une grosse différence entre ce que nous, on recueille et ce que les témoins, surtout les rescapés, viennent déposer devant la cour d'assises pour des raisons évidentes. Surtout quand ils sont traduits. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, très bien, vraiment. Je pense que c'était utile que vous le fassiez, c'est très, très important. Merci beaucoup. Voilà, l'heure du webinaire touche à sa fin. Il me reste à vous remercier encore une fois, Dafrosa et Alain Gauthier, d'avoir accepté de répondre, voilà, à notre invitation. Je pense que c'était fondamental de vous entendre parler au-delà effectivement de la parole que vous portez pendant les procès et dont les enregistrements rendent compte. Mais voilà, il y a quand même tout ce travail en amont qui est énorme et complètement fondamental, on l'a bien compris, que vous avez restitué ici. Merci beaucoup aussi au public d'avoir été très présent et nombreux. Merci de vos questions. Je vous donne rendez-vous pour 2 prochaines dates. Donc d'abord le 13 avril, où nous avons la chance de recevoir Bruno Sturlez, qui est avocat général et qui a dirigé l'accusation du procès de première instance de Pascal Sibi-Kwangwa. Et le 29 avril, nous recevrons la présidente Xavière Simeoni, qui donc a été présidente lors du procès en appel de Tito Barreira et Octavienne Genzi en 2018. Donc j'espère avoir le plaisir voilà, de vous retrouver. Comme pour aujourd'hui, je vous enverrai quelques jours avant une proposition d'inscription et ensuite donc, je vous renverrai le lien pour que vous puissiez vous connecter. Merci encore, à vous. très bonne soirée. Beaucoup. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée.